si vous étiez assez malchanceux, à l'âge de la voile, pour être pris dans une bataille navale, les moyens par lesquels vous pourriez mourir étaient nombreux et variés. Vous pourriez être abattu ou poignardé lors d'une action d'abordage. De gros et lourds morceaux du navire pourraient vous tomber dessus. D'autres gros et lourds morceaux du navire pourraient vous être projetés par la force de l'impact. Vous pourriez être atteint par des éclats d'obus ou des mitrailles à travers les côtés du navire, ou plus probablement, si vous faisiez partie de l'équipe d'abordage ou de l'équipage du pont supérieur, simplement balayé sur le pont par les canons ennemis. Si vous étiez un peu chanceux, vous pourriez être touché par un boulet de canon, et je dis chanceux simplement parce que, eh bien, vous ne sauriez probablement pas vraiment ce qui se passe, tout deviendrait simplement noir. Vous pourriez également être gravement blessé ou tué, ou les deux, par des éclats. Et je dis les deux, parce que, bien sûr, à cette époque, il était relativement facile d'attraper une infection plutôt désagréable. Donc même si vous n'étiez que blessé par des éclats, ou en effet par n'importe lequel des autres types de munitions mentionnés précédemment, ou par les effets de leur impact, il était tout à fait possible que vous finissiez par mourir d'une infection quelques jours après la fin de la bataille, et en effet ce phénomène était connu et largement décrit à l'époque. Donc si vous prenez deux comptes, qui, bien qu'ils n'englobent pas la totalité de la période armée de canons de l'âge de la voile, ils couvrent une bonne partie de la période pendant laquelle se déroulaient la plupart des combats à grande échelle entre navires de ligne, nous pouvons voir les points de vue contemporains de ce qui se passait. Ces deux citations sont tirées de l'article « Les blessures de 4 siècles de guerre navale » qui a été enregistré dans les annales du Royal College of Surgeons of England en 1975, volume 57, et rédigé par le chirurgien vice-amiral Sir James Watt, qui a beaucoup trop de lettres après son nom pour que je les répète toutes ici, mais il suffit de dire qu'il était le directeur médical général pour les affaires navales pour le ministère de la Défense, donc il sait probablement de quoi il parle. La première vient d'un compte rendu écrit par un homme assez justement appelé Wiseman, qui écrivait au XVIIe siècle, juste après la conclusion de la Troisième Guerre anglo-néerlandaise, et il dit dans nos combats en mer, souvent une fesse, le muscle d'une cuisse, le mollet d'une jambe sont déchirés par des tirs et des éclats, toutes ces blessures sont contuses et semblent noires et trompent souvent le chirurgien inexpérimenté. Il les prend par leur aspect pour être gangrenés, continuant à décrire leur évolution ultérieure. Il observe qu'ils ressemblent à de la chair longtemps pendue dans l'air, d'une couleur noire et sèche. Pourtant, ils ont de la chaleur. Donc vous regardez ici essentiellement d'énormes contusions, des ecchymoses et une destruction des tissus, ainsi que, vous savez, en fait, arracher des morceaux de tissu, et ce sont les gars qui sont blessés, et non évidemment les gars qui sont tués, qui ont été presque certainement enterrés en mer, et donc pas soumis à de très grandes quantités d'examens, autre que, eh bien, il est mort, dans un hamac et dans la mer avec lui. Et ensuite nous avons un autre conte, cette fois d'un homme appelé Hutchinson, qui écrit juste à la fin des guerres napoléoniennes, donc dans les années 1810, et il souligne qu'il y a une différence entre les blessures localisées qui sont infligées par des mitrailles ou des balles de mousquet, et ce qu'il décrit comme des blessures étendues causées par des impacts directs de boulets de canon. Eh bien oui, vous pouvez imaginer à quoi cela ressemble, ou comme il le décrit par des fragments déchiquetés de bois violemment arrachés des planches ou des côtés du navire, et il dit que les blessures infligées par des éclats de bois sont toujours plus étendues, accompagnées de contusions effroyables et de lacérations des parties molles, et ce, pendant de nombreuses années. L'idée que vous savez tous ces contes de période décrivant ces blessures d'éclats horribles était à peu près pris à leur juste valeur, en dehors de tout le reste, les hommes qui avaient combattu dans les périodes ultérieures dans la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale plus récemment, lorsque les armes étaient jetées avec grand abandon, ou plutôt les obus des armes, ils savaient exactement à quoi pouvaient ressembler les dégâts d'éclats. Maintenant, accordés à l'époque, c'était des éclats de métal pour la plupart, et ils peuvent aussi causer des dégâts assez horribles. Mais face à cela, les marins, les professionnels et tous les autres qui écoutaient n'avaient aucun problème à accepter que d'accord, les éclats de bois sont probablement tout aussi mauvais, ou du moins assez mauvais, pour qu'ils puissent tuer et blesser un grand nombre d'hommes, surtout compte tenu du fait que, pour des raisons évidentes,
Dans une bataille, à l'âge de la voile, un navire pouvait prendre beaucoup plus de coups d'un navire qui le canonnait avec 40 à 50 canons, contrairement à la Première ou à la Deuxième Guerre mondiale, où, si vous aviez la malchance d'être bombardé par un navire capital ennemi, il pourrait n'y avoir que 8, 10, 12 canons qui vous tirent dessus, en supposant que vous n'étiez pas assez proche pour que les secondaires s'impliquent. Et bien que les impacts individuels de ces obus puissent être considérablement plus grands et donc les blessures causées par les éclats puissent être assez graves, si vous êtes debout sur un navire de ligne pendant des heures au milieu d'un combat et que vous êtes bombardé par des centaines et des centaines et des centaines de boulets de canon, alors vous savez même si... Statistiquement, les éclats de bois pourraient être légèrement moins dommageables que les éclats de métal propulsés par des explosifs puissants, mais il y aurait toujours de nombreux morts et blessés. Donc tout le monde a un peu hoché la tête et a continué à faire les choses. Plus récemment, cependant, certaines personnes ont commencé à remettre cela en question pour diverses raisons. Parfois simplement parce que le révisionnisme est allé un peu trop loin et qu'ils aiment commencer à douter de absolument tout. Mais l'une des choses qui revient assez souvent dans les débats en ligne, ce sont les gens qui citent le test spécial pirate qui a été réalisé par Mythbusters. Maintenant, j'ai personnellement apprécié Mythbusters en tant qu'émission quand elle était en cours pendant assez longtemps. Je pense que c'était une très bonne émission et je ne retire rien à la compétence et à l'expertise de Jamie, Adin et de l'équipe de soutien. Bien sûr, malheureusement, Grant n'est plus parmi nous. Mais en 2007, ils ont mené ce test dans le cadre de leur spécial pirate, et ils ont commencé petit, des tests, sur des modèles à petite échelle. Ensuite, ils sont passés à un test de canon à air, et enfin, ils ont réalisé un véritable test de canon à poudre. Et ce que ce test semblait indiquer, c'est que les éclats ne causaient pas tant de dégâts que ça, et qu'il était plus mortel d'être touché par le boulet de canon, parce que le mythe testé était-il plus dangereux d'être à proximité du boulet de canon plutôt que d'être touché par celui-ci, c'est-à-dire, les éclats tueraient-ils plus de personnes que le boulet de canon lui-même? Évidemment, si vous voulez être vraiment sarcastique à ce sujet, bien sûr, être touché par un boulet de canon va être plus dangereux que d'être touché par un éclat de bois. Mais je pense que l'esprit de la question était également assez clair, c'est-à-dire, si vous avez un groupe de personnes debout et qu'un boulet de canon traverse le côté du navire, allez-vous finir avec plus de victimes à cause des éclats qu'à cause du boulet de canon? Et la conclusion qu'ils ont tirée était en fait non. Si vous êtes touché par le boulet de canon, vous êtes très mort, mais si vous êtes touché par les éclats, vous allez probablement vous en sortir. Maintenant, je dirais qu'il y a 3 problèmes majeurs avec le test qu'ils ont effectué. Le canon qu'ils ont utilisé, la cible qu'ils ont utilisée, et aussi certaines des observations qu'ils ont faites, même en ignorant. Les 2 premiers maintenant, d'abord le canon. C'était un canon entièrement fonctionnel qui utilisait une charge de poudre à canon. Et il utilisait un boulet de canon, et ouais, il n'y a aucun doute là-dessus. Cependant, comme le montre l'émission, c'était un canon de guerrier civil américain. Mais c'est vraiment quelque chose de trop étrange. Mais l'émission le précise bien, qu'ils utilisent un canon de 6 livres. La charge est comme 1,5 livre de poudre à canon. Encore une fois, les détails exacts de la charge de poudre à canon, pas si pertinents. Mais le fait qu'ils utilisent un canon de 6 livres est assez pertinent parce qu'un canon de 6 livres est un canon beaucoup plus petit et donc le tir va transporter beaucoup moins d'énergie que les canons typiques trouvés sur un navire de ligne en bataille ou une frégate, parce que je veux dire même une frégate serait normalement censée porter des canons de 18 livres. Il y aurait quelques canons de 12 livres, ou peut-être, si vous êtes vraiment malchanceux, quelques canons de 9 livres dispersés. Mais les canons de 9 et de 12 seraient vus à moins que vous ne soyez sur une brigantine ou une sloop, ou peut-être un 6e rang exceptionnellement minuscule comme... Effectivement, les armes secondaires du navire, elles ne sont pas les choses qui font le plus de dégâts. La plupart des dégâts seront causés par vos canons de 18 livres une fois que vous arrivez aux frégates plus grandes comme l'USS Constitution, les 5e rangs plus grands et certains des 4e rangs plus petits, etc. Alors, les gros canons qui sont utilisés sont des canons de 24 livres et les canons de 18 livres sont les secondaires. Et puis, une fois que vous entrez dans les frégates rases et les navires de ligne,
vous commencez à voir des canons de 32 livres comme les canons les plus lourds, puis des canons de 24 livres, puis des canons de 18 livres, et vraiment des canons de 12 livres et de 9 livres n'ont généralement pas leur place sur un navire de ligne. Dans la plupart des cas, autrement que comme canon antipersonnel sur le pont, et c'est avant que vous n'entriez dans certaines des caronades, qui peuvent avoir des armes encore plus grandes, des poids de tir encore plus grands, et bien sûr vous avez alors plus loin dans l'histoire, lorsque vous regardez par exemple le précédent HMS Victory de Nelson, il y a même des canons principaux de 42 livres, bien qu'ils aient été retirés du service, parce que la balle avait tendance à être un peu trop lourde pour que les gens puissent viser et charger régulièrement et rapidement, viser et tirer maintenant. Vous pourriez bien trouver un canon de 6 livres sur un navire marchand de quelques descriptions, et donc ou peut-être sur certains navires pirates. Parce que, eh bien, la plupart des navires pirates étaient des navires marchands pris, ou utiliser des armes de qualité marchande parce que vous n'aviez généralement pas besoin d'utiliser des armes beaucoup plus lourdes et, bien sûr, vous pourriez vous réapprovisionner. Et avant que quelqu'un n'intervienne avec, vous savez, oh, bien, les Français à Trafalgar utilisaient des canons de 36 livres et quoi que ce soit, oui, mais 1, cela ne change pas vraiment le point global, et 2, les Français utilisaient un poids en livres différent d'un poids en livres anglais. Et en fait, lorsque vous comparez les deux dans une troisième comparaison de poids, comme les kilogrammes, vous découvrez en fait que le 36 français et le 32 livres britannique ont à peu près le même poids de tir. Quoi qu'il en soit, pas tout à fait, mais beaucoup plus proche que les différences dans... Les mesures de poids en livres séparés le suggèrent. Quoi qu'il en soit, le point principal est que le soi-disant mythe a été tiré de passage sur le combat naval et le combat de vaisseaux pirates est une chose quelque peu différente. Comme je l'ai dit, le combat de vaisseaux pirates impliquerait généralement des canons beaucoup plus petits et donc, bien que les résultats peuvent avoir été précis pour un vaisseau pirate relativement légèrement armé, combattant un navire marchand, du moins en termes de canons utilisés, cela ne s'applique vraiment pas aux combattants navals de l'âge de la vente à plein régime. Parce que pour utiliser un 6 livres, pour essayer de simuler tout ce qui pourrait se passer dans une action navale à plein régime, comme Trafalgar, ce serait l'équivalent de prendre, vous savez, une carabine à air de 0.17 et ensuite essayer d'utiliser cela pour déterminer les dégâts qui seraient causés par un fusil d'assaut de 7.62 mm, ce n'est tout simplement pas vraiment une comparaison appropriée. Deuxièmement, vous avez le matériel. Il a été testé dans ce cas particulier. Ils utilisaient une maquette du côté d'un navire, et pour être juste, ils ont mis des planches plus épaisses dessus. Ce n'était pas juste un panneau de clôture en bois. Cependant, comme mentionné dans l'émission, ils ont une planche solide de 3 pouces d'épaisseur. À l'extérieur, quelques étais pour représenter les nervures, puis une planche légèrement plus mince à l'intérieur, donc l'épaisseur maximale de la coque, même si vous tenez compte de l'espace d'air entre les deux, qui va bien sûr attraper un tas d'éclats causés par la balle traversant la première planche de 3 pouces d'épaisseur, qui est la plus épaisse des deux. Vous ne parlez toujours que de 5 à 6 pouces de bois. Encore une fois, peut-être que pour un navire marchand, cela pourrait être suffisant. Et voyez, avant, quand nous parlions de comment beaucoup de navires pirates étaient des navires marchands convertis. Et évidemment, ils s'attaquaient principalement aux navires marchands. Donc encore une fois, pour un pirate, vaisseau est sa cible possiblement précise. Même alors, certains navires marchands étaient plus solidement construits que cela. Mais quand il s'agit de combats de navires de guerre à l'ère de la voile, qui est encore là où le soi-disant mythe a été pris dans ces circonstances, vous constatez que les navires avaient en réalité une coque beaucoup plus épaisse que cela. Donc le United States Ship Constitution, par exemple, selon les chiffres que vous lisez, et pour être honnête, selon la partie de la coque que vous regardez autour de la ligne de flottaison, sa coque est épaisse de 20 à 22 pouces. Un navire de ligne de premier rang, comme le Her Majesty's Ship Victory, aurait une épaisseur de coque à la ligne de flottaison un peu plus épaisse que cela. Les chiffres cités sont généralement d'environ 2 pieds ou 24 pouces, et certains navires étaient connus pour avoir une coque encore plus épaisse que cela. Maintenant, il est vrai que la Constitution est un peu du côté lourd en termes d'épaisseur de coque pour une frégate, mais même les frégates de 5e et 6e rang auraient des coques nettement plus épaisses, au moins à la ligne de flottaison, et en montant plus haut jusqu'à un certain degré, et la même chose pour les navires de ligne. Que 5 à 6 pouces. Vous savez,
Nous parlons pour les grands navires, 4 fois plus, et probablement pour les petits navires au moins 2 à 3 fois plus épais. Maintenant, pourquoi cela importe-t-il? Eh bien, si vous traversez plus de bois, vous allez générer plus d'éclat pour une chose, c'est assez facile à repérer. Mais aussi, vous savez, si vous avez un projectile qui traverse un matériau, il transfère de l'énergie dans ce matériau. Si vous avez moins d'énergie pouvant être transférée parce qu'elle n'a traversé qu'une quantité plus mince de matériaux, alors évidemment, les résultats de la fragmentation de ce matériau vont être nettement moindres maintenant. Pour utiliser une analogie quelque peu imparfaite, et oui, elle est exagérée, mais je pense que vous comprendrez le point si vous deviez prendre, disons, un canon de char qui de nos jours est supposé être un canon de 120 mm. Et quelqu'un vous dit, vous savez bien, si vous tirez avec ça, un obus de char, disons, sur une plaque d'acier de 2 mm d'épaisseur, eh bien, de manière choquante, cet obus va passer directement à travers, mais personne ne sera particulièrement surpris lorsqu'il n'y aura pas une quantité énorme d'éclats de métal résultant de cela, alors que si vous prenez, disons, une plaque d'acier de 12 pouces d'épaisseur, ou je suppose qu'à ce stade, c'est un bloc d'acier donc d'une épaisseur d'un pied, et que vous tirez l'obus de char à travers cela à la place. Eh bien, je pense que tout le monde s'attend à beaucoup plus d'écaillage et à beaucoup plus de projectiles sortant de l'autre bout. Donc vous pouvez en quelque sorte voir le point, je suis en train de l'aborder. La coque réelle qui a été testée n'était pas non plus particulièrement réaliste. Au moins, pour vous savez, un véritable navire de guerre de l'âge de la voile. Et troisièmement, il y a aussi un problème avec les observations en question maintenant quand ils ont finalement tiré le canon de 6 livres à travers leur maquette de coque de navire et qu'ils ont touché un tas de cochons avec les éclats de bois résultant et pas grand-chose ne semblait se passer. Ils ont dit bon d'accord, il n'y a pas d'éclats majeurs qui ressortent, donc je suppose que nous allons appeler ce mythe démenti. Cependant, si vous regardez réellement les images qui ont été tournées d'en haut, qui sont montrées dans l'émission, alors que la balle traverse, vous remarquerez que même avec cette relativement mince réplique d'un côté de navire et ce boulet de canon relativement petit, un très grand morceau, probablement d'au moins 4 à 5 pieds, peut-être plus long de la doublure intérieure, est soufflé de toute la réplique, et cela continue à frapper au moins 2 des carcasses de porc plutôt durement dans ce qui serait l'équivalent de la tête. Si l'humain était là, et puis rebondit maintenant, je ne sais pas pour vous, mais c'est une assez grosse écharde, et je suis assez sûr que la plupart des humains n'apprécient pas d'être frappés à la tête par ce genre de bandes de bois à haute vélocité de 6 pieds qui vont causer des blessures assez majeures, bien sûr les cochons étant sans tête et morts. Il n'y a pas de signes immédiats majeurs du genre de dommages que cela pourrait probablement causer à un humain, ou en effet pourrait avoir causé à l'intérieur des carcasses de cochons, et ils cherchent juste purement pour de petits éclats restants coincés dans le cochon. Donc voilà, ce sont mes 3 grands problèmes, avec pas nécessairement l'expérience elle-même, parce que, encore une fois, vous pourriez soutenir que cela montrerait où les victimes pourraient résulter dans le temps, dans le cas d'un navire pirate attaquant un navire marchand ou 2 navires pirates à partir de marchands convertis se battant, mais pour ces raisons, je ne pense pas qu'il puisse être utilisé de quelque manière que ce soit comme preuve indicative pour parler de ce que les dommages et les victimes causés par des éclats seraient comme s'ils étaient causés par une bataille navale réelle de l'âge de la voile impliquant des navires avec des coques beaucoup plus épaisses et des canons beaucoup plus grands et plus puissants. Maintenant, bien sûr, vous pourriez être assis là en disant « Oui, Drac, c'est très bien et intéressant, mais vous savez, donc si nous voulions régler cela définitivement d'une manière ou d'une autre, si nous ne sommes pas satisfaits de regarder les sources de la période, sûrement nous avons besoin de trouver quelqu'un qui est assez fou pour soit prendre un canon d'époque originale de l'âge de la vente, ou au moins créer une réplique de taille appropriée et le tirer sur une réplique correctement faite de la coque d'un navire, afin que nous puissions déterminer ce qui se passe bien. Malheureusement, je n'ai ni le temps, ni l'argent, ni la licence pour faire cela, mais également heureusement pour tout le monde. Il y a des gens qui peuvent, et en effet on fait cela,
Vous vous demandez peut-être qui sont ces gens merveilleux et magiques. Eh bien, vous serez ravis de savoir que lors de ma visite au musée Vasa l'année dernière, vous vous souvenez peut-être que j'ai déjà publié quelques vidéos en conversation avec le Dr Fred Hawker, qui a gentiment consacré beaucoup de son temps et de ses efforts pendant que j'étais là à parler de Vasa, en général, et certains détails spécifiques sur le navire, le développement de ces navires, et pourquoi il a coulé, etc. Mais une des autres choses dont nous avons parlé était les canons maintenant d'accord, la plupart des canons à bord du Vasa ont été récupérés par d'autres personnes bien avant les efforts de sauvetage modernes. Ont commencé, mais quelques-uns d'entre eux sont restés, et pas seulement quelques-uns d'entre eux sont restés. Mais cela a ensuite inspiré à la fois lui et certains de ses collègues de faire exactement le genre de test que je viens de décrire. Alors, écoutons un peu ce que le docteur Hawker a à dire à la fois sur les canons du Vasa et ensuite ce qui s'est passé une fois que ces tests ont été effectués. D'accord ? Nous sommes donc ici avec l'un des 3 canons qui était réellement à bord du Vasa lorsqu'il a été découvert. Alors pouvez-vous nous en dire un peu plus? Évidemment, nous avons parlé de ces canons comme s'ils étaient fabriqués spécifiquement pour le navire, et la plupart d'entre eux ont été récupérés. Où se trouvaient, eh bien, ce canon et les 2 autres, dont l'un est là où je suis maintenant, où ont-ils été trouvés, et existe-t-il des spéculations sur les raisons de leur abandon? Oui, les 3 canons ont tous été trouvés dans le navire. Les 2 derniers sabords de canon, les sabords de canon latéraux sur le pont inférieur des canons, sont plus petits que tous les autres sabords de canon. Et les canons du pont inférieur ont été retirés en les sortant par les sabords, en ouvrant les carrés de capuchon et en soulevant le canon hors du chariot et en le traînant dehors. Ces 2 sabords, qui se trouvent juste devant les galeries de quart, sont trop petits pour faire cela, et donc il n'était pas possible de sortir ces 2 canons lorsque le navire a été trouvé. L'un d'eux dépassait encore par le sabord, l'autre avait clairement été renversé de son chariot, mais ils, les sauveteurs, avaient tenté de le récupérer, mais n'ont pas réussi à le sortir par ce sabord, donc nous savons que c'est pour cela que ces 2 canons n'ont pas été récupéré, et c'est celui à côté duquel tu te tiens, et puis il y en a un au rez-de-chaussée du musée. Ce canon a été trouvé en vrac, non associé à la charrette contre l'intérieur des parois, et nous pensons que ce canon a été soulevé lors du processus de récupération, puis lâché et perdu. Il y a beaucoup de comptes rendus dans les archives du sauvetage des canons des années 1660, où ils laissaient tomber des canons puis avaient du mal à les retrouver. C'est probablement ce qui est arrivé avec celui-ci. Et donc, en dehors de ces 3 canons, existe-t-il d'autres exemples survivants de ce type de canon de cette époque? Il y en a, il y a des autres. C'est une série de moulages conséquentes. C'était une arme standardisée pour la marine et l'armée pendant les années 1620 et 1630. Donc le train d'artillerie de Gustave Adolphe pendant la guerre de 30 ans en Allemagne comprenait des armes comme celle-ci. Les 10 autres que nous avons survécus ont tous été récupérés d'une autre épave, le navire Kronan, qui a été construit en 1668 et a coulé en 1676 et qui avait 3 ponts d'armes, le navire le plus puissant que la marine suédoise ait jamais construit, et le pont intermédiaire de ce navire était armé de ce type de canon. Eh bien, pendant que nous sommes sur le sujet des canons de ce type récupérés, qu'est-il arrivé à Kronan? Kronan a été construite dans le cadre du renouvellement de la marine dans les années 1660 pour étendre la capacité de la marine et la moderniser, et c'était le seul navire avec 3 ponts complets de canons, plus quelques canons plus légers sur le pont supérieur, donc plus d'une centaine, vraiment le seul que la marine suédoise ait jamais construit dans cette gamme de taille, et il a été perdu lors de la guerre de Muskanien en 1676, lorsqu'il a chaviré lors d'une bataille avec la flotte danoise et néerlandaise combinée, et quelque chose a déclenché le magazine et a essentiellement fait sauter toute la proue du navire. Une histoire intéressante est que lorsqu'il se préparait à effectuer cette manœuvre qui s'avérerait fatale, l'un des officiers a rappelé au capitaine de ne pas faire une Vasa ici. Ainsi, même 50 ans après, le Vasa restait une mise en garde dans la marine contre ce type d'erreur. Donc ils ont fini par ne pas faire ça, mais léger problème de magazine.
droit et pas tout à fait sûr de ce qui s'est passé, mais il se pourrait qu'une lanterne ou quelque chose d'autre, une source d'allumage, soit tombée dans le magazine. Et donc l'épave aujourd'hui qui a été excavée, c'est la plus longue excavation sous-marine de l'histoire. Elle a été relocalisée en 1980 et l'excavation continue jusqu'à ce point. Le tiers avant à 40% de la coque est manquant. Les 2 tiers après se terminent en ce qui ressemble à un, tu sais, Shikara explosif. et juste du bois éclaté. Et comparé à Vasa, est-ce que ce qui reste de l'épave est encore vaguement en un seul morceau ou... Elle s'est ouverte au niveau du virage de la cale, donc le fond survit jusqu'au virage de la cale des deux côtés, incliné vers le port, puis tout le côté port est couché à plat sur le fond, et avec la plupart du pont manquant, des souches de la poutre du pont dépassant. Donc peu probable que quelqu'un le sorte de l'eau prochainement. Le projet Cronin au musée du comté de Calmar a pour objectif ultime. Leur objectif déclaré est de récupérer les restes du navire, de les conserver et de les exposer, mais ce serait un projet compliqué car il est en morceaux, mais ce sont de très gros morceaux. Le Cronin dépassait largement le Hulst en taille. Et il se trouve à plusieurs milles nautiques au large, au milieu de la Baltique, dans une position très exposée, ce qui rendrait une opération de récupération majeure compliquée et coûteuse. Et je sais que lorsque nous avons visité le musée plus tôt, vous avez noté que l'une des caractéristiques distinctives de ces canons par rapport à ceux basés sur Terre est la décoration supplémentaire sur la bouche à feu. C'est vrai, mais à part la décoration, ces canons sont identiques au modèle initial de ce fusil, qui a été développé pour l'armée en tant qu'artillerie de siège portable sur route. Et donc ce canon mesure un peu moins de 3 mètres de long, pèse environ 1250 kg. Il est donc gérable sur un chariot terrestre. Et les exemples que nous avons de la série de coulées initiales de 1620 n'ont pas ces bandes de décoration sur eux. Ils ont simplement les astragales puis les moulures des renforts, ainsi qu'une moulure de museau et une brèche de champ d'événement et des moulures de brèche, mais ils n'ont pas toute cette décoration appliquée. Il est intéressant de noter que les deux canons que nous avons ne sont pas identiques. Il semble que la bande de décoration sur chaque canon soit unique et différente l'une de l'autre. Donc sur ce canon, et les deux autres canons qui ont été récupérés sur un canon normal, aussi bien que n'importe quel canon soit normal, vous vous attendriez à trouver le trou de mèche quelque part par ici. Et à la place, nous avons un trou de mèche ici à l'arrière de la culasse. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai pour tous les canons de ce modèle, ainsi que pour une autre série. Il existe également une version de ce canon de 12 livres qui a été fabriqué selon un modèle similaire. L'un d'eux survit dans un musée en France, de tous les endroits. Et ils ont le trou de mèche sur les canons de 24 livres. Le trou de mèche est ici sur le cascabel, plutôt que dans le champ de la lumière. Voici ce que nous avons découvert à travers les essais. Cela crée des problèmes pour charger le pistolet. Il est difficile de faire descendre efficacement la poudre d'amorçage lâche dans le trou de mise à feu pour atteindre la charge, car l'angle n'est pas très prononcé, il est seulement d'environ comme ça, et donc vous devez utiliser quelque chose comme une plume pleine de poudre ici pour faire fonctionner cela. C'est aussi un parcours assez long que l'épaisseur du métal au niveau du cascabel à la culasse est considérablement plus importante que l'épaisseur du métal sur le côté. Ce sont ce qu'on appelle des canons de marchandises 3/4 et que l'épaisseur de la paroi n'est que les 3/4 du diamètre de l'alésage, alors que l'épaisseur à la culasse est plus que le diamètre de l'alésage. Le chemin plus long permet à la poudre d'amorçage de s'écouler. Donc ça prend plus de temps. Et lorsque vous déclenchez la poudre d'amorçage, nous avons chronométré qu'elle s'écoule entre 1 et 2 secondes avant que la charge principale ne s'enflamme réellement, ce qui créerait des défis intéressants pour le canonnier sur une plateforme roulante pour savoir quel est le moment idéal pour lâcher l'allumette dans le bassinet. Oui, je suppose que le seul avantage à ce stade est qu'il permet au canonnier d'éloigner sa main de l'arrière du canon avant qu'il ne se déclenche. Eh bien, mais ce n'est pas vraiment un problème, car même ici, le canonnier se tient sur le côté. Mèche et le canon va reculer sous lui. Ici, ce n'est guère mieux. Vous utilisez encore une mèche. Donc, si vous cognez la mèche, ce n'est pas grave.
Le recul de l'arme est d'environ 3,5 mètres par seconde, ont montré nos tests. Et maintenant, il accélère de 0 à 3,5 mètres par seconde pour des raisons pratiques. Instantanément, c'est une question de millisecondes pour le faire. Donc, il saute, mais la vitesse réelle du recul n'est pas excessive maintenant. Si vous voyez le film Master et Commandant, la vitesse à laquelle ces canons reculent est juste correcte. D'accord. C'est à peu près ce que font ces canons. Donc un autre point positif pour ce film en termes de précision historique approximative? C'est le cas. Et je dirais que la seule chose qu'ils ont mal faite est le flash du canon. Quand vous tirez avec une arme comme celle-ci, si vous voyez le film, vous n'obtenez pas un très grand flash de canon, mais avec ces armes, avec une charge de service, le flash du canon est un jet de flamme d'environ 10 mètres de long. Oh wow! C'est une assez grosse boule de matière, brûlante, blanche, chaude, et vous obtenez également un jet hors de l'évent, donc vous finissez avec une boule de flamme juste ici. Cela aurait pu être peut-être déconcertant pour le tireur. Donc vous avez une autre raison de ne pas vouloir être derrière le canon lors du tir. Donc vous parlez de « si cela, si nous devions, pour une raison obscure, tirer maintenant la flamme atteindrait probablement ces boîtes d'artefacts ». Elle atteindrait sûrement la colonne juste devant la bouche du canon. Et ce serait un spectacle très impressionnant si vous imaginez tous ces canons tirant tous d'énormes piliers de flammes partout, et probablement aussi beaucoup de fumée. Oui, nous avons également découvert que nous mesurions l'onde de pression de la détonation du canon, et nous avons tiré sur une voile. Nous avons une copie d'une voile de perroquet, et nous l'avons installée à 30 mètres du canon, et la détonation du 30 mètres a complètement fait s'effondrer la voile, pas renversé. Tout le vent hors de lui. Et ce que nous avons découvert sur le lieu où nous tirions, c'est que la déflagration du canon dégage également tout le matériel lâche du sol devant le canon sur environ 20 mètres. Donc nous avons dégagé tout le gravier au cours du tir. Donc probablement pas le meilleur. Il y a de nombreuses raisons pour un petit navire. Je suppose qu'à ce stade, peut-être que le mot frégate a une définition légèrement différente, mais ce qui serait probablement plus tard considéré comme peut-être un 6e rang, il y a de nombreuses bonnes raisons pour lesquelles vous ne voulez pas être dans l'un de ceux-ci, même sous les canons d'un navire comme celui-ci. Eh bien, en fait, paradoxalement, vous pourriez être le plus en sécurité dans un navire légèrement construit, parce que ce que les tests du canon montrent, c'est qu'il n'y avait aucune structure de navire au 17e siècle qui arrêterait un boulet de canon de 24 livres. Il y a tout simplement trop d'énergie d'impact. Dans nos tests, et cela ne tire pas une balle à haute vitesse, nous ne pouvons atteindre qu'environ la vitesse du son, pas le Mach 1.5 ou quelque chose comme ça, que nous nous attendions à ce que les armes à feu de l'époque des guerres anglo-néerlandaises tirent. Mais nous avons découvert qu'à ce rythme, une boule de 24 livres traversera 90 cm de chaîne massif. Donc si Elle traverse le côté du navire dans presque tous les cas où nous avons pu mesurer la vitesse d'impact et de sortie. Une boule de 24 livres traverse un côté du navire et a toujours assez de vitesse pour traverser l'autre côté. Donc, vous ne pouviez pas arrêter une boule de 24 livres, mais plus la structure du navire est mince, plus les éclats sont petits. Donc, votre meilleure défense pourrait être d'être dans un navire légèrement construit où la boule ferait simplement un trou net. des trous à travers, Les deux côtés, mais ne créera pas beaucoup d'éclats dangereux et dévastateurs. Et en parlant d'éclats, nous avons évidemment, il y a probablement tous entendu les histoires des marins de l'époque, mais il n'y a pas eu beaucoup de recherches modernes pour savoir si cela se produirait réellement, et il y a évidemment diverses affirmations faites sur l'exactitude de ces contes de marins, mais je comprends évidemment que vous avez fait quelques tests pratiques pour découvrir si ces affirmations ont de la véracité. Alors allons-nous jeter un œil à cela? D'accord, donc nous sommes à ce qui ressemble à une section d'un navire avec quelques trous dedans. C'est cela. C'est une réplique d'une partie du côté du Vasa au niveau du pont inférieur des canons. C'est ici que se trouve la ligne d'eau qui serait à peu près là où sont mes pieds. C'est la partie la plus épaisse de la structure du navire.
Il y a 10 cm de planche à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des cadres qui font environ 25 à 28 cm d'épaisseur. Et vous avez aussi une baleine qui a environ le double de l'épaisseur des planches. Nous avons construit cet article de test afin d'évaluer le type de dommage qu'un boulet de canon de 24 livres pourrait causer, et nous avons pu le tester en tirant des boulets à différentes vitesses, en variant la charge de poudre pour simuler différentes portées, et la vitesse maximale était un peu supérieure à la vitesse du son, 360 mètres par seconde, et la vitesse minimale à laquelle nous avons tiré était d'environ 200 mètres par seconde, un peu plus de la moitié de cela, et ce que nous avons découvert, c'est que dans cette partie de la structure, tous ces boulets traverseraient cette partie de la structure. La seule balle que nous avons pu arrêter est celle qui a frappé le bord du chenal, donc c'était une distance totale de 120 cm de chaîne, et elle a labouré 90 cm de cela avant de s'arrêter. Beaucoup de projets qui le font, je suppose que nous pourrions dire, beaucoup de projets de réplique qui testent l'artillerie historique et veulent évaluer comment cela se passe contre les navires, ne construisent pas un navire comme cible. Ce qu'ils font, c'est qu'ils construisent un mur avec des poteaux et des planches pour simuler un navire. Nous avons découvert que cela ne révèle pas la réalité. Il faut examiner la construction de cette structure. Et donc, si vous percez la partie mince du côté du navire, qui est juste ici, vous pouvez voir qu'il y a en fait 3 trous. Il y en a un ici et c'est 2 parce que nous avons réussi à frapper le même trou 2 fois. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils créent un nuage de très petits éclats parce que l'onde de pression devant la balle ne se dilate pas suffisamment pour détacher de gros morceaux de bois. Ces éclats pèsent généralement moins de 10 grammes chacun. Et même s'ils se déplacent à des vitesses transsoniques, ils ont si peu de masse qu'ils ne traverseront tout simplement pas vos vêtements. Ce vêtement en laine arrêtera la grande majorité de ces éclats. En revanche, prendre un éclat au visage est une toute autre histoire. Mais en gros, ce n'est pas très dangereux pour l'équipage. Dans ce cas, le boulet de canon lui-même est le danger, pas les éclats. Cependant, si vous aviez frappé environ 50 cm de ce côté, il y a une grosse poutre qui soutient une poutre de pont là-bas qui double l'épaisseur ici. Eh bien, cela permet à cette onde de pression de s'étendre à l'endroit où les éclats qui sont éclatés à l'intérieur de cette poutre ne sont pas de petits morceaux de bois qui pèsent 10 grammes. Ce ne sont pas des allumettes. Ce sont des morceaux de bois de cette taille qui pèsent de 10 à 25 kg et qui tombent dans l'air à des vitesses approchant les 200 mètres par seconde, et ceux-ci sont mortels, et cela en crée un grand nombre, et la dévastation dans le voisinage immédiat du trou est stupéfiante. Donc, je supposerai que les 2 principales conclusions en termes de structure sont évidemment que ce que nous regardons ici n'est pas une structure solide à travers, que ce bois au milieu n'est pas une poutre continue tout le long. C'est en fait 2 couches de planches entrecoupées de charpente. Exactement. Et donc ici, vous avez 3 couches de bois, et à cet endroit précis, nous avons frappé un espace entre les éléments de charpente. Donc ce sont 2 morceaux de planche avec un espace d'air, ce qui ralentit la balle et fait encore moins de dégâts. Il n'y avait presque pas d'éclats mortels qui ont résulté de ces coups. Si vous traversez les planches ou là où elles sont de chaque côté de la charpente, vous obtenez donc de plus gros éclats à l'intérieur. En gros, c'est l'épaisseur du bois qui détermine la taille et la dangerosité des éclats qui sont générés. Ce n'est pas ce que les gens pensaient à l'époque. À l'époque, ils pensaient que la vitesse de la balle déterminait la taille des éclats. Nos tests ont montré que la vitesse de la balle ne fait pas une grande différence dans la taille des éclats. Ce qui fait une différence, c'est l'épaisseur de la structure où vous frappez. D'accord. Donc, à cet égard, et c'est un peu sorti de ma tête, mais de ce que je me souviens quand vous entrez dans l'ère napoléonienne, l'âge de la vente, les navires de ligne sont généralement construits avec un encadrement plus serré et un plancher plus épais que les navires légers, comme 5e taux et 6e taux. Donc, en théorie, cela signifierait que vous auriez en fait beaucoup plus d'éclats par série d'impacts sur un navire de ligne, parce qu'il y a une plus grande chance de frapper un cadre, et il y a aussi plus de planches de coque substantielles.
Si vous pouvez le frapper avec une balle assez grande pour traverser. La chose à propos de la structure plus épaisse est qu'elle arrêtera les munitions de poids plus léger. Donc les projectiles de 3 livres, de 6 livres, peut-être même de 12 livres, ceux-ci rebondiront ou ils resteront coincés à mi-chemin. Ils ne produiront pas de fragments dans le vaisseau. Mais une fois que vous entrez dans l'artillerie de poids plus lourd, les projectiles de 18 livres, de 24 livres, et certainement à l'époque napoléonienne où vous aviez des projectiles de plus de 30 livres, vous parlez d'une balle avec une vitesse d'impact énorme et vous ne pouvez pas, et même les navires solidement construits de la marine de Nelson ne peuvent pas arrêter ce genre de tours. Ils peuvent arrêter les tours plus légers. Et c'est donc une raison pour laquelle un petit navire ne peut vraiment pas affronter le plus grand navire. C'est parce que le petit navire ne peut pas passer, il n'a pas la force pour traverser les plus grands navires. Mais le petit navire pourrait survivre à la rencontre simplement parce que cette plus grande artillerie va simplement percer de très petits trous nets de la taille du boulet de canon à travers les 2 côtés de ce navire et ne générer que de très gros éclats. Il se pourrait donc que votre meilleure défense contre l'artillerie lourde soit un navire légèrement construit. Et donc c'est évidemment la partie de la cible que vous avez réellement visée. Et y a-t-il, eh bien, je sais que les résultats ont été publiés car j'ai lu au moins un portable document format à leur sujet, mais pour les personnes qui regardent, y a-t-il un endroit où elles peuvent consulter ces résultats? Oui, il y a plusieurs publications que nous avons sorties. Il y a des informations sur YouTube. Nous avons publié beaucoup de vidéos à haute vitesse de ce qui se passe lorsque vous frappez un boulet de canon. Cherchez vase à canon et vous devriez trouver des choses intéressantes là-bas. Je mettrai le lien de cette vidéo dans la description et peut-être une carte pour que les gens puissent y jeter un coup d'œil, car c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Certainement. Une des choses que nous avons faites et que nous ne pensons pas que quiconque ait fait depuis très longtemps est d'être à l'extrémité réceptrice d'un tir d'un canon à chargement par la bouche. Cela semble dangereux. Eh bien, sur le terrain d'essai où nous testions le canon au centre d'essai de la force de l'arc à Karlskoga, ils ont une cabine de caméra à l'arrêt de fond qui est occupée. C'est derrière une grande plaque d'armure et 2 conteneurs remplis de gravier. Donc, quiconque est là-dedans est assez en sécurité. Nous avons pris des tours pour manœuvrer cette cabine pendant les essais et vous étiez autorisé parce que vous étiez peu susceptible d'être touché. Vous étiez autorisé à sortir derrière la cabine et à écouter et à regarder le tour arriver et ensuite le regarder frapper le sol à environ 10 mètres de vous. Et c'est un son indescriptible de la balle de fer, solide, transonique, entrante, pesant 24 livres. Avez-vous obtenu des enregistrements audio? Nous en avons certains depuis la cabine de la caméra. Cela y ressemble. Cela ne lui rend pas justice car tu ne le fais pas. Cela ne remplit pas l'air de la même manière que le son réel. Assez juste comme si vous restez, si vous faites partie de l'équipage du canon et que vous êtes près du canon quand il se déclenche, la commotion dans l'air vous fait sentir tout votre corps et tout l'espace d'air à l'intérieur de votre corps. Même si vous êtes derrière le canon, la détonation du canon crée également une onde de pression derrière le canon et vous sentez tout votre corps bouger. Oui, j'ai récemment répondu à quelques questions sur comment ou où serait-il dangereux de se tenir quand un canon se déclenche. Généralement, dans le contexte de cette question, étaient mes canons navals de la Seconde Guerre mondiale, mais les calculs de l'onde de pression, qui sont, comme vous le dites, ils montrent presque une forme de goutte d'eau, donc vous avez une zone allongée de haute pression devant le canon, mais il y a en fait une onde de pression étonnamment élevée qui part de la bouche du canon derrière le canon. Eh bien, oui, je veux dire, si vous parlez d'un fusil naval de calibre 50 de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Il y a une bonne distance pour qu'il revienne et vous êtes dans une tourelle, mais si vous êtes dans un navire de cette époque et que le canon n'est que de quelques mètres de long et votre... La déflagration du canon se produit à l'extérieur du navire. Le côté de votre propre navire garde la plupart de la déflagration du canon à l'extérieur parce que nous avons mesuré cela avec ce pistolet et donc ce que nous avons mesuré était la pression sonore, la pression de l'explosion.
Et ce que nous avons découvert, c'est qu'à 5 mètres devant le canon, la pression de l'explosion est 6 fois plus forte qu'elle ne l'est immédiatement derrière la culasse. Et c'est juste à l'air libre, si vous étiez à bord d'un navire, la déflagration du canon est à l'extérieur du navire, il y a une très petite ouverture pour que l'onde de pression revienne à travers. Le côté du navire déviera donc la plupart de l'explosion, entraînant une différence de pression et d'énergie sonore. Entre le canon, situé à l'extérieur du navire, Et à l'intérieur? est probablement significatif. D'accord. Et donc, ce n'est probablement pas aussi assourdissant à l'intérieur d'un navire que la plupart des romanciers le pensent. Et l'autre chose que nous avons découverte est que nous avons mesuré combien de temps il faut pour que la fumée se dissipe après avoir tiré un coup de feu. Parce que l'idée commune est que vous savez, après le premier tour, votre ennemi est obscurci bien. Ce que nos tests ont montré, c'est que si vous avez assez de vent pour manœuvrer, vous avez assez de vent pour dissiper la fumée d'un tour pendant le temps qu'il vous faut pour charger le suivant. Nous pouvions généralement voir ce que nous faisions dans les 20 secondes après avoir tiré. Ces contes proviendraient probablement de grandes batailles où la fumée du tir d'un autre pourrait dériver sur vous. Oui, car ce n'est pas seulement votre arme. Si leur arme tire constamment et qu'ils ne sont pas tirés en salves unitaires, ce qui est Pratiquement impossible. à réaliser, il pourrait y avoir un nuage de fumée plus ou moins constant emporté par le vent. Il y a aussi de la fumée à l'intérieur du navire, car la ventilation émet un jet de fumée assez conséquent. Cela se produit dans le navire, ainsi que cette boule de feu sortant de la ventilation. Maintenant, la boule de feu ne dure que 3 millisecondes. Il est donc peu probable qu'elle endommage quoi que ce soit ou qui que ce soit. Mais cela pourrait être c'est assez dramatique de le voir, mais le jet de fumée est substantiel, donc l'intérieur du navire se remplirait de la fumée des évents des supports tactiles. Relativement rapidement, nous pensons. Et puis bien sûr le fait que les bois du navire, comme vous le dites, vous protègent peut-être du pire, l'explosion et le bruit à l'extérieur. Ils gardent aussi toute cette fumée à l'intérieur. Exact. Ouais. Donc, la fumée, c'est le gros problème qui pourrait être le problème, c'est parce qu'elle est toxique. C'est si vous accumulez la fumée du trou de ventilation, c'est plus difficile à éliminer que ça. La plus grosse boule de fumée provenant de la bouche du canon. Et je suppose qu'avec le bois comme structure d'un navire est probablement moins conducteur du son que le fer ou l'acier. Donc cela va probablement avoir un certain effet. Eh bien, pas nécessairement. De quoi faites-vous la table d'harmonie d'un piano ou d'une guitare? Du bois, donc cela dépend beaucoup de la fréquence du son et de l'épaisseur du bois, mais en réalité, le côté du navire est un assez bon isolant sonore. Dans ce cas, nous n'avons pas pu tester cela directement, mais nous avons fait un peu de modélisation mathématique pour avoir une idée de la quantité de cette pression d'explosion qui trouverait son chemin de retour dans le navire, et ce n'est pas beaucoup. Voilà donc un peu plus d'informations sur les canons de Vasa. Et exactement ce qu'ils peuvent faire et pourquoi vous pourriez finir avec de véritables éclats mortels, pratiquement en accord avec ce que tout le monde disait, et évidemment en gardant à l'esprit que Vasa est très tôt dans l'ère des navires équipés de canons. Et donc, comme le Dr Hawker l'a mentionné, au fur et à mesure que les navires se développent en taille et que les canons se développent en termes de leur technologie, ils peuvent tirer plus rapidement et ils frappent également des coques nettement plus épaisses. Et ce que vous pouvez voir ici en ce moment est le canon qui a réellement été tiré. C'est la réplique des canons qui ont été récupérés du Vasa, qui a été mentionné dans le discours du Dr Hawker sur les expériences qui ont été menées. Et c'est en fait, comme vous pouvez le voir, à l'entrée du musée Vasa. Donc si vous voulez aller visiter le musée Vasa, évidemment, vous pouvez jeter un coup d'œil aux canons originaux. Vous pouvez examiner le canon utilisé dans les tests. Vous pouvez jeter un coup d'œil à ce morceau de la cible sur lequel ils ont tiré et à bien d'autres choses intéressantes. Et si vous souhaitez voir les tests réels de l'arme en cours d'exécution et lire l'un des rapports qui a été écrit à ce sujet, alors, vous pourrez trouver les liens vers ces vidéos et ce rapport PDF dans la description de la vidéo ci-dessous. Donc à part ça, merci beaucoup d'avoir écouté et j'espère que vous êtes maintenant un peu plus informés sur le sujet des armes à feu et de leurs effets sur la création d'éclats dans un navire de guerre de l'âge de la vente. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé.
Pour toute suggestion de navire à examiner, laissez un commentaire ci-dessous. Commentez le post épinglé pour les questions de cale sèche.